Les retards dans les livraisons de vaccins, ça a vraiment monopolisé les travaux aux communes toute la semaine. Semaine que j'analyse avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Les retards dans les vaccins, Altia d'abord, est-ce que le gouvernement Trudeau est à blâmer? On ne sait pas, pour être honnête, s'ils sont vraiment à blâmer parce que les contrats sont tous secrets. Alors, on ne sait pas s'ils ont mal négocié, s'il y a des amendes à payer, si Moderna et Pfizer n'atteignent pas les cibles qu'ils nous ont données. On ne le sait franchement pas. Aujourd'hui, la majeure générale Dany Fortin il a mentionné que maintenant, en plus des délais avec Pfizer, il va y avoir des délais avec Moderna et puis que même le gouvernement ne sait pas pourquoi il y a des délais. Il y a peut-être, en tout cas, il n'y a pas de raison officielle donnée. Alors, je ne sais pas. C'est ma réponse honnête. Je ne sais pas. Qui est à J'aimerais blâmer? beaucoup plus transparente. De transparence. Conrad, alors qu'il y a une spécialiste de l'Economist Intelligence Unit qui avance que le Canada n'aura visiblement pas complété sa vaccination massive avant 2022, on peut se demander, est-ce que des élections au printemps de cette année, ça semble encore probable selon vous? De moins en moins, évidemment, parce que je ne sais pas si le gouvernement comptait autant sur la rapidité des campagnes de vaccination ailleurs. Je pense que le gouvernement, quand ils ont complété la négociation l'été dernier, à l'automne dernier, ils avaient confiance qu'en réservant une grande quantité de vaccins, que le Canada allait être bien positionné pour le vaccin. Et évidemment, ils ne comptaient pas non plus, je crois, qu'un vaccin soit disponible aussi rapidement que la fin de 2020 et début 2021. Mais de plus en plus, on voit que même si on sait que les contrats sont secrets pour l'instant, que dès que les compagnies ont annoncé aux autres gouvernements en retard, les représentants de ces gouvernements sont allés sur la place publique très rapidement pour exprimer leur indignation par rapport à ce traitement. Ils ont eu des résultats. On voit déjà que Moderna et Pfizer accélèrent les livraisons en Europe et AstraZeneca, même cette semaine, a annoncé qu'il allait livrer plus de vaccins au Canada. Et je trouve que ce que le gouvernement Trudeau fait avec le COVAX, c'est un pari très risqué qui va être mal accueilli par la base libérale même, que d'être le seul pays du G7 de piger dans la réserve qui est supposément pour les pays moins développés. Oui, Joël Denis, si le gouvernement Trudeau ne respecte pas finalement sa promesse d'avoir vacciné tous les Canadiens qu'ils veulent au mois de septembre, est-ce que ça pourrait être fatal pour Justin Trudeau? Je ne sais pas si ça pourrait être fatal, mais ça va lui faire mal. Et c'est un chiffre qu'on entend souvent. D'abord, 6 millions d'ici la fin mars, 6 millions de doses. Ça permet de vacciner 3 millions de Canadiens. Et ensuite, 20 millions de doses durant le deuxième trimestre. Ça permet de vacciner 10 autres millions de Canadiens. Et d'ici septembre, l'ensemble des Canadiens qui le souhaitent. Aujourd'hui, la ministre des Services et de l'Approvisionnement, Anita Anand, a indiqué qu'elle maintenait cette projection, que c'était ferme pour elle et qu'on pourrait même devancer si d'autres vaccins sont approuvés par Santé Canada. Il y en a 2, 3 autres qui sont dans la machine en ce moment, notamment AstraZeneca, Johnson & Johnson. Et si ces vaccins s'ajoutent aux 2 autres qui sont déjà acceptés par Santé Canada, c'est-à-dire Moderna et Pfizer, ça pourrait augmenter la cadence pour la vaccination. Donc, je pense que je vois Mme Anita Anand qui demeure calme malgré tout le bruit qu'on entend autour des fluctuations des doses des vaccins. Et ça me laisse entendre qu'on est assez certain qu'on va pouvoir atteindre cet objectif d'ici septembre. Au sujet cette semaine, le Canada a inscrit les Proud Boys sur sa liste des groupes terroristes. Altia, le Canada est le premier pays au monde à mettre ce groupe d'extrême droite à l'index. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement tente de nous rassurer que c'est une décision qui n'a pas été prise de manière politique. C'est une décision qui est basée sur l'avis de la GRC, du service d'intelligence, puis que c'est pas à cause des croyances, mais vraiment à cause de la violence que les Proud Boys se retrouvent maintenant sur la liste de groupes terroristes.
Je ne sais pas si c'est vraiment la vraie raison. Je dirais que oui, c'est vrai que le ministre se base sur l'avis qu'on lui donne, mais en bout de ligne, c'est une décision politique de mettre un groupe sur la liste terroriste. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de pression. Il y avait une motion dans la Chambre des communes, mais il y avait aussi, surtout qu'est-ce qui s'était passé à Washington, D.C. le 6 janvier. Puis je pense que c'est certain, comme le gouvernement, le Parti libéral a tellement tenté de peindre les conservateurs comme un parti qui était tolérant envers du racisme, ils ne pouvaient pas, je pense, se permettre de ne pas lister les Proud Boys. Oui, parce que Conrad, les Proud Boys, comme le dit Althia, ont été impliqués dans l'assaut du 6 janvier contre le Capitole à Washington. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste à Ottawa? Je crois que c'est une décision précipitée. Que de mettre les Proud Boys sur la liste pendant que l'administration Biden lui-même dit qu'il n'est pas prêt à le faire et qu'une enquête est en cours. Et de mettre les Proud Boys, je ne fais pas l'apologie des Proud Boys, mais de mettre les Proud Boys sur la même liste que certains groupes affiliés à Daesh ou Al-Qaïda qui prônent le djihad et l'assassination des infidèles, fait une espèce d'équivalence qui me laisse un peu me laisse un peu je soupçonne un peu une démarche politique derrière tout ça. Et surtout, quand je dis que les élections au printemps semblent de moins en moins probables, c'est sûr que les libéraux vont miser beaucoup sur la stratégie de dépeindre les conservateurs et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin comme étant un peu plus trop proche de ces groupes-là ou de ces idées-là. Parce que les Proud Boys, quand même, je ne suis pas un expert dans l'idéologie qu'ils propagent, mais ils propagent pas forcément, ils prônent pas forcément l'insurrection du système actuel, de remplacement du système actuel. C'est un groupe haineux. Ça, c'est assez clair, qui propage des discours haineux, mais de dire que c'est un groupe terroriste, c'est autre chose. Joël Denis, vous en pensez quoi de votre côté? Bien, je pense que le gouvernement canadien se trouve à boucler d'une certaine manière la boucle parce que les Pride Boys ont été fondés par un Canadien, je ne me rappelle plus de son nom, mais il a participé notamment à l'insurrection aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a vu les événements, l'attaque contre le Capitole comme une attaque terroriste domestique. Donc, il y a quand même un cheminement qui a été fait déjà, je pense, au sein de la classe politique ou de l'administration et même les groupes responsables de la sécurité aux États-Unis par rapport à Proud Boys. Et je pense que le gouvernement Trudeau avait télégraphié depuis un certain temps, notamment le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, son intention d'inscrire ce groupe à l'index des organisations terroristes. Et il y a probablement une crainte qui, quand même, augmente dans les rangs au sein des autorités canadiennes concernant les gestes possibles de ce groupe, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs au Canada. Oui, parce que la nouvelle, il faut le dire, n'est pas passée inaperçue aux États-Unis. Ça fait les journaux et tout. Ça m'amène à vous parler des relations, justement, Canada-États-Unis. Les conservateurs qui réclament un comité spécial des communes consacré aux relations Canada-américaines, un peu comme ils voulaient ce comité sur les relations Canada-Chine. Althia, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée des conservateurs? Je ne sais pas si ça va faire une différence, mais moi, j'aime bien ça, suivre les comités, alors pourquoi pas? Je dirais, pour le gouvernement, c'est comme si Justin Trudeau il avait eu la chance de finalement avoir le président qu'il voulait en 2016. Alors, les enjeux sur lesquels il voulait travailler avec Hillary Clinton, notamment sur les changements climatiques, dans les secteurs de transport, l'hydro avec le Québec, maintenant, il y a finalement la chance. Puis, on voit avec l'appel avec la vice-présidente Kamala Harris cette semaine que même quand il vient au sujet un petit peu plus pointu, comme Michael Spavor puis Michael Kovrig, le communiqué de la Maison-Blanche était très clair que le gouvernement américain allait vraiment
que ça allait être un enjeu important pour eux aussi. Alors, je pense que même si les conservateurs aimeraient bien gagner des points, là, je pense que vraiment, finalement, Justin Trudeau, il y a une administration à Washington qui est vraiment plus sympathico avec les priorités du Parti libéral. Conrad, de votre côté? Oui, mais si on regarde les premières décisions du gouvernement Biden, on n'a pas l'impression que le Canada figure au sommet de sa liste des priorités, mais sa première décision était d'annuler le permis pour l'oléoduc Keystone, qui était, le gouvernement Trudeau le dit, une priorité pour le gouvernement canadien. On voit aussi que M. Trudeau semble avoir peu d'influence auprès de M. Biden lorsqu'il s'agit de la livraison des vaccins des installations aux États-Unis. Ça a été une stratégie réclamée par les autres partis, de demander à l'administration Biden qu'ils acceptent de déroger à la décision de l'administration Trump de s'assurer que les 100 millions de premières doses soient réservées pour les Américains. L'opposition demande à ce que M. Trudeau demande à M. Biden de réserver une petite quantité pour le Canada. Et on a vu aujourd'hui qu'il n'en est pas question. Donc, je trouve que si les conservateurs veulent en parler, c'est justement parce qu'ils veulent mettre l'accent sur le peu d'influence que, semble-t-il, le gouvernement Trudeau, a auprès des autorités américaines. Joël Denis, il y a quand même eu d'autres coups de fil cette semaine. Althia en parlait il y a un instant entre la vice-présidente Kamala Harris et le premier ministre Trudeau. Il y a aussi le nouveau grand responsable des transports de l'administration Biden, Pete Buttigieg, qui a appelé le ministre Al Grabra. Malgré ça, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas parler encore d'un retour plus normal dans les relations Canada-États-Unis? Oui, tout à fait, parce qu'il y a des appels qui se font de part et d'autre. À chaque fois qu'il y a un secrétaire d'État ou un secrétaire qui est confirmé dans ses fonctions aux États-Unis, il reçoit un appel du ministre, son équivalent canadien. Vous avez mentionné M. Al-Gabra, mais le ministre Seamus O'Regan des Ressources naturelles va parler à son vis-à-vis américain quand il sera confirmé aussi dans ses fonctions par le Sénat. Donc, on voit qu'il y a des liens très, très tissés, très, très près, qui sont tissés déjà avec l'administration américaine. Et pour revenir au comité, moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'on examine. On fait un peu un état des lieux des relations canado-américaines. Pourquoi? Parce qu'après 4 ans, ces relations ont été mises à mal, là, après 4 ans de Donald Trump. Et il faut faire un peu l'état des lieux pour savoir où on s'en va. Et je pense convaincre aussi, utiliser ce comité-là pour produire un rapport crédible, dans la mesure où ça ne vire pas en un cercle partisan, produire un rapport crédible qui pourrait être comment dirais-je, le fer de lance d'une nouvelle relation plus nord-américaine entre le Canada et les États-Unis, convaincre les États-Unis de voir le Canada comme un allié nord-américain et établir un peu des stratégies nord-américaines pour la lutte au terrorisme, oui, mais aussi pour la croissance économique, pour la lutte au changement climatique, que les Américains voient le Canada comme étant un prolongement, si vous voulez, de l'Amérique du Nord pour que ce soit un tout et non pas que le Canada en soit exclu. Il nous reste à peine 2 minutes, donc je vais vous demander d'être bref sur ce dernier point. Je veux vous entendre sur l'affaire Derek Sloan, le député conservateur, qui a été expulsé en fait du caucus conservateur récemment, qui veut maintenant se présenter sous la bannière conservatrice à la prochaine élection. Althia, jusqu'à quel point c'est une patate chaude pour le chef Erin O'Toole? Bien, il ne va pas pouvoir se présenter parce que le chef du parti doit signer les papiers. Puis M. O'Toole il a dit clairement qu'il n'allait pas signer. Le vrai problème pour le Parti conservateur, ça va venir au mois prochain durant la convention du Parti conservateur où il y a beaucoup de conservateurs sociaux, des gens des forts admirateurs de Derek Sloan, ses partisans, ses militants, les gens qui appelaient les bureaux de comté des autres députés conservateurs pour leur crier après sur les projets de loi comme la thérapie de conversion, comme les masques, au sujet de leur prise de position contre Dr. Tam, en fait, Derek Sloan contre Dr. Tam. Si
eux, ils essayent de vraiment monopoliser la conversation. Ça va peut-être être un problème pour Mr. O'Toole, qui a tenté vraiment de se montrer comme un parti conservateur plus moderne, surtout quand il essaie de chercher du support au Québec. Je pense que M. Sloan, comme député conservateur, ça va pas arriver. Conrad, dans quelques secondes, parce que pour enchérir à ce que dit Althia, il y a des conservateurs sociaux qui se sentent abandonnés par le Parti conservateur. Est-ce qu'il pourrait y avoir une rébellion qui se prépare pour Erin O'Toole? C'est un test de leadership pour lui, sans doute, mais pour l'instant, je ne crois pas que M. Sloan a l'appui au sein du parti qu'il pense et que ce qui est important dans ce débat-là, de se souvenir que Leslyn Lewis aussi représente cette aile du parti et elle a fait une beaucoup meilleure performance que M. Sloan durant la course au leadership. Mais cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs, même ceux qui n'appuient pas Derek Sloan, qui ont trouvé que le prétexte qu'a utilisé Erin Sloan pour se débarrasser, Erin O'Toole pour se débarrasser de Derek Sloan, était un faux prétexte dans le sens que le même individu avait contribué au Parti conservateur. Mais effectivement, c'est un test et pour l'instant, le leadership de M. O'Toole n'est pas assez solide pour dire s'il va survivre à ce défi. Il nous reste 30 secondes. Joël Denis, je vais terminer avec vous sur un autre sujet. En fait, le premier ministre Trudeau, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, qui assiste aux travaux aux communes et à la période des questions de façon virtuelle, n'est pas présent physiquement au Parlement. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? M. Trudeau veut prêcher par l'exemple en faisant du télétravail. Tout le monde encourage les travailleurs à travailler à partir de la maison. M. Trudeau fait ce qu'il prêche depuis un certain temps. Et il a même demandé à la majorité de ses ministres et de ses députés qui ne viennent pas de la région d'Ottawa de rester chez eux. C'est pour ça qu'il y a si peu de libéraux en ce moment à la Chambre des communes. Donc, il prêche par l'exemple. Joël Denis, Althia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bye-bye.